Gaspard Koenig, l'exercice du pouvoir est-il trop solitaire en France ? L'exercice du pouvoir, il est surtout trop personnel. Depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel. Ensuite, le passage au quinquennat, l'inversion des calendriers, les changements constitutionnels ont fait que le président a toujours plus de pouvoir et le Parlement toujours moins de contre-pouvoir. Et donc on s'attend encore et toujours, ce qui paraît juste incroyable au XXIe siècle, qu'un homme prenne seul l'ensemble des décisions. J'ai trouvé incroyable comment l'actuel président a résolu, en tout cas médiatiquement, la crise des Gilets jaunes, en faisant son tour de France où il allait dans les assemblées communales. Puis les gens lui exposaient leurs problèmes. Et lui, il était tout seul, sans conseiller, sans fiche, sans ordinateur, sans rien. Et ça lui a réussi. Il avait réponse à tout. Et il disait aux gens, ah oui, vous avez un problème de voirie, mais nous avons un grand plan, nous allons vous aider. Ça lui a réussi finalement. Mais ça lui a peut-être réussi parce qu'on entretient ce mythe, président guérisseur des écrouelles, mais c'est pas soutenable. Et on voit très bien que, du coup, en France, quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, on a deux options, c'est la plume ou la rue. Et donc c'est très infantile, au fond, comme rapport à la démocratie. Est-ce que le fait que ce pouvoir soit très personnel, très vertical, eh bien, fait qu'on arrive à changer les choses dans ce pays ? Ce qui est très paradoxal et étonnant, c'est que plus le pouvoir est concentré, moins il est efficace. On voit très bien, par exemple, que les ministres des Finances ont davantage changé pendant la Ve République, qui est soi-disant une république stable, que pendant la Quatrième République. Et d'ailleurs, quand on prend l'histoire de la Troisième et de la Quatrième, qui a largement été sous-estimée par les manuels de la Cinquième, on s'aperçoit qu'il y a eu des grandes réformes, il y avait des grands orateurs qui obtenaient des majorités et qui ensuite poussaient des programmes sur le fond, sur les idées. Mais là, comme le président est censé être l'incarnation de la nation, du coup, sa première urgence en arrivant au pouvoir, c'est de rassembler tout le monde. Ils disent d'ailleurs constamment ça dès qu'ils sont élus. Et moi, je vais gouverner avec tout le monde, je vais rassembler tout le monde, j'ai élu tous les Français. Mais c'est là, en fait, le drame fondateur. Comme c'est élu tous les Français, eh ben, il ne peut plus être clivant. Et d'ailleurs, si vous regardez, les réformes les plus radicales ont eu lieu en période de cohabitation. On les aime ou pas, les 35 heures de Jospin, les privatisations de Chirac. Là, c'était un camp politique qui avait gagné les élections, qui n'était pas là pour rassembler, qui était là pour faire son programme. Et du coup, qui pouvait le faire de manière assez tranchante. Donc le régime de la Ve République, si je vous écoute bien et si je vous le comprends, c'est pas la panacée par rapport à la Troisième ou à la Quatrième République, qui dans l'histoire de France telle qu'on l'apprend aujourd'hui, eh bien, sont plutôt assez critiquées. Dans ces critiques, nous on avait fait parce que instabilité. Dans le signe que je dirige, on avait fait venir un historien de la Troisième République qui avait un peu essayé de justement contredire le mythe qui est propagé depuis une cinquantaine d'années. Je rappelle quand même que de 1870 à 1962, avec évidemment l'exception du régime de Vichy, la France a vécu presque un siècle en régime parlementaire, et que ça a été la belle époque, ça a été le Francfort, ça a été la décolonisation. Bon, on a fait des choses, ce n'était pas un régime impuissant, et c'était un régime en plus qui respectait les différentes opinions parce qu'il y était contraint, et qu'il y avait des alliances au Parlement, enfin, ce qu'on voit encore en Angleterre ou en Allemagne. Et d'ailleurs, Pierre Rosanvallon explique que cette instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que pour moi le problème c'est pas la cinquième, c'est 62. C'est 62. Qui a été unanimement critiqué par la classe politique à l'époque. Les libéraux, Aron, Revel, ont toujours été vent debout contre ce qu'ils considéraient être un plébiscite bonapartiste. Et ce que dit Rosanvallon, que je n'avais pas réalisé, c'est qu'au fond, à part les États-Unis d'Amérique, qui ont un système présidentiel, mais avec des contre-pouvoirs, le Congrès, c'était en fait la première fois dans les démocraties, dans les grandes démocraties occidentales traditionnelles, que ce type de suffrage était remis en vigueur. Et qu'ensuite, ça s'est propagé à l'Afrique qui se décolonisait, au pays de l'Est à la chute du mur, en Amérique latine à la fin des dictatures militaires, et qu'au fond, selon Rosanvallon, c'est vraiment cet acte de Gaulle qui a répandu le système présidentialiste dans le monde, qui aujourd'hui a son apogée, puisqu'on voit bien que c'est des personnages, des figures, Poutine, Xi Jinping, le président des États-Unis. Là, on est dans des pays autoritaires quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Dictature, quasiment, ou des autocraties. Oui, mais enfin, regardez, le président russe, il est élu au suffrage universel. Je pense qu'il y a dans ce système présidentiel une porte ouverte au populisme. Et qu'on attend d'un seul homme qu'il décide de tout, donc on va l'aimer, on va le détester, on va se battre sur une figure, sur un comportement, sur des émotions. Et la question c'était, est-ce qu'on peut changer la vie des Français ? Mais le problème c'est que les Français ont leur vie qui change, parce qu'il y a telle mesure qui est adoptée, telle mesure qui est rejetée, mais ils n'ont pas l'impression qu'eux contrôlent
ce changement-là. Pas du tout, ils ont l'impression que c'est des trucs imposés d'en haut, par un pouvoir politique qui leur est étranger, ou par une administration qu'ils ne comprennent plus. Et je pense que la démocratie, elle s'apprend avant tout en local, comme le disait Tocqueville. Et moi, je serais favorable à ce qu'on ait beaucoup plus de démocratie locale, c'est-à-dire de compétences locales, de procédures référendaires locales, de possibilités de lever l'impôt aussi, parce qu'à la campagne, la responsabilité... Régime de différenciation d'une région à l'autre ou d'un département à l'autre. Exactement. Pour vous, vous êtes plutôt favorable à ça? Je trouve que cette idée de la France, enfin de la République une et indivisible, est une idée pour le coup très autoritaire. On a essayé d'imposer à la France un modèle jacobin qui, je pense, fondamentalement, ne lui correspond pas, n'est pas le sien. Il faut lire un peu des historiens alternatifs, Gen Weber. Lesquels, Gen Weber, historien américain d'origine roumaine, qui écrit La fin des terroirs, et qui a un gros pavé de 600 pages, qui moi m'a beaucoup impressionné, parce qu'il montre combien la France du 19e siècle était encore une France incroyablement diverse, où chaque région avait ses traditions, son patois, quasiment son éducation, son système de pensée, au fond, son système de croyance. C'est l'État trop fort qui a mis sous le boisseau toutes ces différences, justement. Regardez comment la République, par exemple, a éradiqué les dialectes. L'abbé Grégoire, pendant la Révolution française, en fait une obsession. Il faut éradiquer les dialectes. Les instituteurs de la Troisième République sont là pour punir les élèves qui ne vont pas parler français. Les Bretons savent quelque chose. Exact. Et pendant la guerre de 14-18, c'est là qu'on finalement on apprend dans le sang à parler français, parce que dans les tranchées, plus de 50% des soldats ne comprennent pas les ordres de leurs officiers supérieurs. Ils sont obligés d'apprendre le français pour s'unir, mais pour s'unir finalement dans le drame. Et la langue française, avant l'Académie française, avant tout ça, est une langue extrêmement diverse qui s'enrichit justement de ces différents dialectes. Quand vous lisez Montaigne, il y a du gascon, il y a du français, il y a du latin, il y a de l'italien. Et c'est de ça qu'il fait son miel et qu'il tisse quelque chose de profondément original, de singulier. Montaigne, Mais vous dites justement, parce qu'il y a une autre chose que vos écrits dénoncent, en dehors de ce centralisme, de cette absence de différence, c'est justement cette bureaucratie qui nous encombre et qui peut-être justement est le fruit de cette verticalité, non ? Complètement. Alors, c'est une évidence de dire qu'on est dans un pays bureaucratique. 100 fois. 100 fois. Montaigne disait qu'il y avait trop de lois en France, Tocqueville qu'il y avait une tutelle administrative, Pompidou qu'il fallait arrêter d'emmerder les Français, etc. Mais on voit sur le terrain, quand on parle aux gens, à quel point le problème il est aujourd'hui devenu insoutenable, parce que personne n'est censé ignorer une loi que personne ne peut comprendre, que les gens sont perdus, sont dans une insécurité juridique permanente, et qu'au fond, cette situation, elle profite aux gros qui, eux, peuvent comprendre le système normatif, voire en profiter. Et elle se fait au détriment de tous ceux qui essayent de créer sur le territoire, des petits, des artisans, des profs. Qui ont moins de moyens. Et sinon, c'est même pas des moyens, qui ont moins de marge d'autonomie. D'accord. Pour faire une cabane dans un jardin, créer une ferme auberge. Enfin, je pourrais multiplier les exemples à l'infini, parce qu'ils se heurtent toujours devant une espèce de mur normatif qui fait que chacun se sent enfermé dans ce que Max Weber appelait une cage d'acier. Mais il faut effectivement comprendre d'où ça vient pour pouvoir agir. Et je pense que ça vient en grande partie, justement, de cette tradition verticale qui entretient une défiance très forte vis-à-vis de l'individu. Ce qui caractérise le technocrate, c'est pas qu'il n'aime pas les gens, c'est pas qu'il est corrompu, pas du tout. C'est des gens qui essayent de bien faire leur métier. Mais ils pensent profondément que l'individu, la petite entreprise ou la petite municipalité, livrée à elle-même, va faire n'importe quoi. Et que donc, pour son bien... Une défiance, en fait. Défiance très forte. C'est pour ça que Perfit parlait de la société de défiance. Que Cahuc et Algan, deux économistes, ont repris le thème avec beaucoup de succès il y a une quinzaine d'années. Et cette défiance, elle est alimentée par le pouvoir politique. Les gens disent, si on m'impose des choses aussi précises, c'est bien qu'on ne me fait pas confiance. Elle se retourne ensuite contre lui, parce que les gens disent, puisqu'on ne me fait pas confiance, moi je ne fais pas confiance non plus. Puis donc on passe son temps à frauder. Regardez les attestations pendant le Covid, tout le monde fraudait, tout le monde avait des attestations dans ses poches. On n'avait plus peur du virus, on avait peur de la police. On a quand même été le seul pays à mettre en place un truc aussi bureaucratique où il fallait cocher des cases qui ne correspondaient évidemment jamais à sa situation singulière. Et donc la débureaucratisation, la simplification, c'est un véritable projet de société, parce que c'est quelque chose qui doit remettre la confiance au cœur du système, parce qu'on pense que le jugement individuel, la raison, elle naît de la responsabilité. C'est ça, de dire, oui, mais les Français, de toute façon, ils sont intenables, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont rien. Moi, je ne crois pas que les peuples aient des qualités morales. C'est des systèmes institutionnels, c'est des systèmes d'incitation. J'ai été voir la démocratie directe en Suisse, ça marche parce que les gens sont responsables des décisions qu'ils prennent. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que justement votre réflexion, elle est nourrie, certes,
de tout ce que vous avez appris. Vous êtes issu de Normal Sup, vous êtes agrégé, mais beaucoup aussi de vos expériences personnelles. C'est-à-dire que vous êtes allé, j'ai envie de dire, au cul des vaches, mais vous êtes allé voir ce qui se passait. Donc, vous parlez de la libéralisation du cannabis, mais parce que vous êtes allé voir comment ça se passait dans le Colorado, je crois. Vous parlez de la prison, alors d'une prison ouverte, mais parce que vous êtes allé voir, vous avez vécu un peu ce qui se passe en Finlande. Là, vous arrivez d'un Tour de France à cheval sur les traces de Montaigne, justement. C'est plus qu'un Tour de France, parce que vous avez fait le parcours de Montaigne, qui consistait à aller de Rome... Bordeaux à Rome, oui, en passant. De Bordeaux à Rome, ouais. Votre réflexion est nourrie de toutes ces expériences-là. Est-ce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas suffisamment regardé, vécu aux côtés de ce que vivaient les Français, peut-être ? Ceux qui nous gouvernent, les pauvres, bon, ils ont une vie aussi. Les députés, ils sont quand même beaucoup sur le terrain. On ne peut pas non plus leur jeter constamment la pierre. D'ailleurs, une des vertus de la République En Marche a été effectivement d'ouvrir le Parlement à des gens issus de la société civile. Alors pour le Donc le parti d'Emmanuel Macron. Hein. Ça a été une réalité. En tout cas, s'agissant des intellectuels, qui est finalement le domaine que je connais le mieux, oui. Ma démarche, en tout cas, ça a toujours été d'aller sur le terrain, de faire frotter les idées et la pratique, de vagabonder dans la cité. C'est ça que faisaient les philosophes grecs. Hein. Ce n'étaient pas des grands spécialistes de je ne sais quoi. Ils ne faisaient pas des notes en bas de page. Les philosophes grecs, ils parcouraient les rues et puis ils parlaient avec les gens. Ils avaient des conversations, des dialogues. Et c'est comme ça qu'ils nourrissaient leurs pensées, qu'après ils formulaient des propositions sociétales, politiques. Ils étaient complètement investis dans la société de leur temps. Et donc je ne conçois pas la philosophie comme un art de commentaires fait en bureau, mais bien comme un vagabondage quotidien. Alors pour ça, évidemment, il faut se donner un peu de mal et puis faut s'en donner les moyens. Alors effectivement, quand j'ai une idée, je fais un travail de reporter, que ça soit dans le monde, vous en avez cité quelques-unes, enfin j'ai fait une vingtaine de pays comme ça, sur des thèmes précis, et là je suis vraiment journaliste, j'ai mon petit carnet. Ou bien à cheval en étant accueilli chez l'habitant, ou bien cet été j'ai refait un tour de France de la complexité administrative, alors c'était encore autre chose, en allant parler aux gens précisément de ce sujet-là. On a fait une trentaine de départements, puis à chaque fois on organisait des réunions avec les associations, les entrepreneurs, les élus locaux, des réunions publiques du porte-à-porte, etc. Il faut constamment aller au contact pour renouveler ses idées, parce que c'est sur le terrain qu'on aperçoit des choses qui sinon nous auraient échappé. C'est Tocqueville qui disait que les intellectuels français, on ne les appelait pas encore intellectuels à l'époque, que les écrivains étaient très bons dans l'abstrait, faisaient des grandes théories, mais qu'ils étaient incapables de voir le réel, et que de l'autre côté, les politiques venaient dans le réel et puis n'arrivaient plus à trouver une ligne directrice. Parce que votre démarche, elle ressemble un peu à celle de Tocqueville, d'ailleurs. Justement. Et d'ailleurs, Tocqueville avait fait un grand voyage à cheval aussi. Il est 15 jours dans le désert. Après son tour des États-Unis, il prend son cheval, il va dans le Michigan, il regarde la forêt primaire, la forêt intouchée, et il se dit, quel dommage, l'industrialisation va faire disparaître tout ça. Et ça, c'est marrant parce que je pense qu'il y a au fondement du libéralisme à la fois une critique de la norme, Tocqueville qui écrit l'Ancien Régime et la Révolution, et aussi, et c'est très lié, très corrélé, un appétit de la nature sauvage. Alors, vous êtes libéral, vous venez, tout votre propos le montre. On va écouter quelqu'un, je ne suis pas sûr qu'il soit très libéral, lui. Je me fais en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier. C'est vrai, la France est une chose, à mes yeux, très considérable, très valable. Et elle doit avoir dans le monde, quel qu'il soit, à toute époque, naturellement d'après les circonstances, elle doit avoir un rôle à elle. Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Les Français, c'est eux qui font la France. C'est eux qui en sont responsables. La France, c'est plus que les Français du moment. La France vient de loin. Alors, on est entre les deux tours de l'élection présidentielle, justement au suffrage universel direct, la première en 1965. Il est en ballottage, ce n'était pas prévu, il est en ballottage, il répond à une interview de Michel Droit qui lui dit « Vous avez une certaine idée de la France, c'est quoi ?» On fait souvent le procès à la France et aux Français et au général de Gaulle, on dit « Mais c'est pas un pays, le libéralisme, c'est un gros mot. » Est-ce qu'il y a des aspects quand même qui s'inspirent du libéralisme chez Charles de Gaulle?
dans sa politique. D'abord, le libéralisme, c'est un mot que les Français ont inventé au XIXe siècle. Oui, parce que les plus grands intellectuels libéraux sont les Français. Et puis c'est une doctrine qui a été mise au point entre les Français et les Anglais tout au long du XVIIIe siècle, même si le terme n'existait pas encore. Je pense que De Gaulle représente l'antipode de ça, à la fois dans sa conception des institutions. Moi, j'ai lu ses mémoires pendant le premier confinement. Je peux être qu'admiratif du chef de guerre et du styliste aussi qu'il est. Néanmoins, je trouve que l'obsession de Gaulle, depuis le début, c'est de mettre fin au pouvoir du Parlement. Il considère que c'est parce qu'il y avait toutes ces factions au Parlement qu'on n'a pas pris en compte ces théories militaires dans les années 30, quand il expliquait qu'il fallait mettre plus de chars. Vraiment, c'est l'origine. Et ensuite, il n'a de cesse d'incarner ou de trouver une incarnation de la nation qui soit supérieure, justement, au parti. Sur le plan économique, c'est quand même, je veux bien qu'il ait travaillé avec Jacques Rueff, on le dit beaucoup. Enfin, c'est quand même le plan, donc, c'est quand même qui était d'ailleurs classé verticalement. Alors, Jacques Rueff, lui, était là pour libéraliser, justement, mais enfin, De Gaulle, c'est quand même l'homme du plan, de la planification. La planification, c'est une doctrine qui est mise au point dans les années 30 avec des cellules comme X-Crise. Et c'est pour moi, la Seconde Guerre mondiale est vraiment le tournant. La France est un pays libéral, Sciences Po est dirigé par le roi Beaulieu. Et ça, quelqu'un qui montre bien ça, c'est Paxton dans son livre sur Vichy. Alors, il y a toute la première partie sur effectivement le rôle de Vichy dans l'extermination des Juifs. Et ce qui est intéressant dans Paxton, c'est qu'il y a une deuxième partie sur le début du dirigisme à la française. Et il explique que c'est vraiment les serviteurs de Vichy, des gens comme Bichelon, qui étaient les ministres polytechniciens qui voulaient organiser l'économie française comme une économie de guerre, mais en la planifiant. Et qu'au fond, ces idées ont été, sur le fond, largement reprises par De Gaulle après la guerre. Il le dit d'ailleurs dans ses mémoires, il dit que les réformes socio-économiques de Vichy sont intéressantes. Et à la même époque où l'Allemagne, traumatisée justement par l'État, décide, face à la pénurie, de libéraliser les prix, c'est Erhardt, on est en 1947, la France décide au contraire de les réglementer. Et là, on a vraiment deux approches économiques distinctes qui se mettent en place dès l'après-guerre. Et je pense que c'est là qu'au fond, que la France tourne le dos à sa propre tradition libérale. On le voit aussi après dans son système éducatif. L'ENA est inventé juste après la guerre. D'ailleurs, hérite de l'école des cadres d'Uriage, de Vichy. Et met en place une fonction publique qui, cette fois, a un statut qui a été également initié par le régime de Vichy. Et donc, on voit que l'ensemble, y compris de l'instruction supérieure, des grandes écoles, commence à coaguler autour de l'idée d'un État fort et de spécialistes qui vont pouvoir tirer les ficelles pour diriger le pays d'en haut, planifier, que ce soit la présidence, la planification économique. Et bien sûr, on ne peut pas non plus dire de Gaulle qu'il a été un grand réformateur d'un point de vue de questions de société ou de mœurs. C'était la chienlit, comme disaient les 68 arts. Bien sûr. Voilà. Et donc, je trouve que dans cette nostalgie qu'on a aujourd'hui de Gaulle et du De Gaulle président, du De Gaulle politique, il y a au fond aussi une admission que l'ensemble des partis politiques français sont aujourd'hui illibéraux. Ils sont interventionnistes, ils sont verticaux dans leur conception du pouvoir et de l'État, et que ce soit à gauche en redistribuant ou à droite avec les nationalistes. Et au centre ? Et au centre, il y a quand même eu un... Avec cet homme qui s'appelle Emmanuel Macron, qui ne revendique pas le centre d'ailleurs, qui dit et de droite et de gauche. Il y a eu quand même un souffle pendant la campagne de 2017, que moi j'avais trouvé... Qui vous convenait, qui correspondait à vos idées ? J'avais écrit un article à l'époque, en expliquant pourquoi je voterais pour lui, en disant c'est comme Nietzsche pour l'opéra, j'aime pas trop les paroles, mais j'aime bien la musique. Je me disais qu'avec cette musique-là, tout était possible. Et il s'est très vite métamorphosé en ce qu'il est profondément, c'est-à-dire un inspecteur des finances jacobin. Sur le plan de l'organisation du territoire, ce quinquennat a été recentralisateur. C'est même pas qu'il a moins décentralisé, il a recentralisé, y compris en ôtant aux collectivités un de leurs derniers leviers fiscaux qui était la taxe d'habitation. Il a été sur le plan de la conception des institutions extraordinairement verticale. Et sur le plan économique, c'est quand même le retour, justement, on en parlait, du Haut-Commissariat au plan et des grands plans d'investissement. Donc, les faits montrent qu'il a été, le digne successeur de ses prédécesseurs. Et que donc, il a poursuivi cette tradition étatique française. Et vous parliez tout à l'heure de cette nostalgie, justement, des 30 Glorieuses. C'est assez grave, quand même, non ? Que la France
n'ait pas davantage de propension ou de faculté à regarder l'avenir, parce qu'elle a peur de l'avenir, qu'elle regarde toujours derrière. Mais est-ce que c'est bien nouveau? C'est entretenu par beaucoup d'intellectuels d'ailleurs, hein, ça. Est-ce que c'est bien nouveau? Est-ce que pendant les 30 Glorieuses, on ne regardait pas avec nostalgie le Front populaire? Est-ce que pendant le Front populaire, on ne regardait pas avec nostalgie la Belle Époque? Est-ce que pendant la Belle Époque, on ne regardait pas avec nostalgie la monarchie? Est-ce que... Il y a une tendance à idéaliser le passé. Hein. Oui, Montaigne en parle très bien. Il dit, Montaigne, il n'aime pas le XVIe siècle, par exemple. Dans lequel il vit, il dit, le XVe, c'était quand même autre chose. Hein. Il y avait plus de dignité, plus de respect, plus de valeurs aristocratiques. Mais il est très lucide et il dit, mais au fond, si j'ai le sentiment que mon pays décline, c'est que moi-même, je décline. Mmh. Et demander aux jeunes entrepreneurs aujourd'hui si la France est en déclin, et ils vous diront non, pas du tout. Mmh. Donc c'est une projection de soi, je pense, ce sentiment-là. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui progressent en France, il y a beaucoup de choses que je dénonce, que je critique, que j'ai envie de faire bouger. Mais je pense que cette idée de déclin, c'est la vieille idée quand même que d'abord que l'histoire a un sens, l'idée de Spengler, c'est une idée politiquement quand même assez risquée, reprise d'ailleurs sans surprise par l'extrême droite aujourd'hui. Ouais. Quelle idée de déclin, il faut opposer ces Popper contre Spengler, hein, l'idée que c'est les hommes qui font l'histoire et que l'histoire n'a pas de sens. Les pays sont ni en déclin ni en progrès, ils bougent, ils changent, ils se transforment. Elle commence quand la France justement? Parce qu'il dit d'ailleurs, le général de Gaulle, elle vient de loin la France, elle vient d'où? C'est vrai que moi, ma France, si je puis dire, elle commence pas, mais disons qu'elle prend corps en 1789. Ah. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour moi, c'est un texte politique d'une puissance inouïe. Et je trouve que là, les Français ont inventé un système politique extraordinaire, à cette période-là, qui est libéral au sens où... qui crée l'État moderne, et qui dit la fonction de l'État est d'entretenir un rapport direct avec l'individu. C'est pour ça que le Chapelier détruit les corporations. Un trait de plume, quel texte magnifique. 1791 Il y a 12, je crois, mais 12, ouais. il n'y a plus de corporation dans l'État. Voilà, terminé. Et donc, en fait, comme le remarquent bien les commentateurs du libéralisme, à commencer par Hayek, le libéralisme français est un libéralisme qui passe par l'État, effectivement, parce qu'il dit que la liberté n'est pas un donné. La liberté, elle est créée, c'est une invention sociale. Et pour ça, on a besoin d'un État qui la garantisse, qui garantisse les droits, qui crée les droits. Et ça, je trouve que c'est un geste politique absolument extraordinaire et qui a aussi le mérite de dire, au fond, oui, il y a des valeurs collectives, mais ces valeurs doivent être dissociées de la fabrique de la loi. La fabrique de la loi, elle est neutre culturellement. Ouais. Elle est neutre du point de vue de la civilisation. Est-ce que vous admettez des racines chrétiennes à ce pays ? Évidemment qu'il y a des racines chrétiennes. Mais la question est, dans quel espace est-ce que c'est intéressant de dire cela ? Ouais. Dans l'espace du débat civil et culturel, c'est une évidence. Enfin, il n'y a pas tellement de questions à se poser. Oui, il y a des églises partout en France, c'est très beau. Moi, je vais les visiter aussi. Hein. Mais est-ce que c'est la fonction de l'espace politique de dire ça et d'assumer ça, dans une constitution, par exemple ? Ouais. Et là, je ne pense pas. Donc, Chirac avait raison pour le projet de préambule de la Constitution européenne, alors. Absolument. Parce que, mais ce n'est pas pour faire triompher des valeurs contre d'autres, c'est pour dire la politique n'est pas le lieu où l'on discute des valeurs, où l'on discute de morale, où l'on discute de civilisation. Il y a d'autres lieux pour ça. C'est le lieu du débat public, et c'est très important, et c'est l'histoire en mouvement. Mais la politique, elle est là pour justement émanciper l'individu du poids de son histoire, de ses communautés, de ses aliénations. La politique est laïque. Et donc, par définition, cette politique-là est effectivement laïque. Et la loi de 1905 est une loi libérale qui est, je trouve, tout à fait pertinente aujourd'hui. Gaspard Koenig, j'aimerais que vous prêtiez, si vous voulez bien, au questionnaire de Proust maintenant. Si vous aviez un paysage, ce serait lequel ? C'est le paysage que je vois depuis la fenêtre de ma maison en Normandie. Alors, on est dans quelle Normandie ? On est dans la... Oui, beaucoup de Normandie, effectivement. Alors, mes parents viennent de la Normandie d'Évreux. Ouais. Et moi, je suis un immigré, puisque je suis parti dans la Normandie de la Suisse normande. Donc, c'est à 1 heure en dessous de Caen. Et ce qui est merveilleux dans cette Normandie-là, c'est que voilà, il y a du bocage et surtout c'est très vallonné, comme on le voit d'ailleurs ici. Il y a encore beaucoup d'élevage aussi. Et il y a toute une culture locale qui est extrêmement forte, qui est très portée d'ailleurs sur l'expérimentation, les choses un peu alternatives. Il y a leur propre bière, les élevages bio. Enfin, il y a plein de choses, mais qui sont organiques, quoi, qui viennent vraiment du territoire. Et donc, c'est là où vous vivez ?
Et donc c'est là où je vis en partie, oui. Si la France était un écrivain, ça serait lequel? Je dois quand même rendre hommage à Montaigne et rendre hommage d'abord à ces essais que j'ai lus. Et ça m'a pris du temps de les lire. Ça m'a pris vraiment 6 mois, je dirais pas à temps plein, mais presque. Parce que c'est compliqué dans cette langue. Exactement. Et justement, il faut les lire. Il faut le lire dans le texte originel. Ouais. Alors éventuellement, on peut prendre une version où l'orthographe est modernisée, mais surtout pas la syntaxe ni le vocabulaire, parce que ça demande un effort. Et on se dit, mais ça m'est étranger, mais c'est quand même ma langue. Et finalement, on retombe sur ses pieds à la fin de la phrase, et puis on commence à prendre le pli. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une langue d'avant l'Académie française. Ouais. Et l'Académie française, elle a quand même beaucoup ratiboisé la langue française. Ah oui, par définition. Si on prend Corneille, Racine, c'est quand même pas un vocabulaire très riche. Alors, c'est très beau, mais c'est très grandiloquent. Montaigne, c'est fou, c'est inventif, ça crée des mots constamment, c'est drôle, ça parle de sujets très nobles, mais aussi de sujets très quotidiens. Extrêmement quotidiens. Et donc, c'est un peu rabelaisien parfois. Et puis, c'est très moderne, ça nous parle des animaux. C'est un peu le premier antispéciste, Montaigne, qui considère qu'il n'y a pas de différence d'essence entre l'homme et l'animal. Ça parle de colonisation. On est au tout début de la colonisation, on est 30 ans après la conquête du Mexique, du Pérou. Et Montaigne dit déjà, ce truc ne va pas marcher, on ne peut pas essayer d'imposer nos valeurs à une autre civilisation. Il dit, si seulement l'Empire romain avait conquis ces pays-là, il leur aurait demandé un tribut, mais il les aurait laissés vivre. Et Montaigne, c'est l'homme de la diversité. Pour lui, plus il y a de cultures différentes, mieux c'est. Et ça vaut, je pense, pour le monde, et ça vaut aussi à l'intérieur d'un pays. On revient à votre propos initial tout à l'heure, oui, tout à fait. Si c'était une personnalité, la France? Je dirais Simone Veil. La femme d'État? Parce que j'avais travaillé quelques années pour Christine Lagarde, j'étais sa plume. Et quand elle était ministre des Finances, voilà. Merci. J'avais écrit le discours de remise de je ne sais plus quelle Légion d'honneur, alors ça devait être grand commandeur suprême, parce qu'elle devait déjà en avoir beaucoup à Simone Veil. Et je crois que c'était l'époque où elle venait de publier sa biographie Une vie. D'accord. Et tout ça m'avait beaucoup impressionné. Et je me suis dit, voilà une femme qui a vécu ce qu'on sait, qui a quand même beaucoup, et ça elle le dit bien dans ses mémoires, dû combattre pour aller vite l'establishment français. D'abord parce que c'était une femme. Ensuite, parce qu'à l'époque, il était mal vu en fait, d'être survivant d'Auschwitz. Ça, on s'en rend compte quand on la lit. Dans les années 50-60, il fallait le cacher, il fallait cacher ses tatouages. Temps avant d'en parler, d'ailleurs. Oui. Et puis, c'était une femme, disons, de droite, orléaniste, mais une femme progressiste, qui a, on le sait, fait voter l'IVG, qui a milité pour l'Europe. Et c'est au fond un camp politique qui a un peu disparu aujourd'hui. Et si c'était une toile, alors, pour finir? Et c'est une toile, je pense à un tableau de Chardin, un peu n'importe lequel, une nature morte de Chardin. Parce on en a une là. Voilà, le gobelet d'argent, c'est ça? Le gobelet d'argent, d'abord il y a une texture très particulière. Oui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a à la fois la gourmandise, on n'est pas dans un tableau protestant, on a envie de manger. On est en train de manger d'ailleurs, parce qu'on voit le bol, il est manipulé, quoi. Et en même temps, il y a une forme de sobriété. C'est-à-dire, c'est pas fastueux, c'est pas un énorme banquet qui déborde de victuailles. Et troisième chose, on prend soin de la présentation. Voilà, il y a un gobelet qui est en argent. Ouais. Et tout ça fait extrêmement envie. Enfin, quand vous voyez ça, vous avez envie d'avoir fait une marche l'après-midi dans la campagne normande et d'arriver là, et vous vous dites, ça va être un moment de bonheur absolu. Merci Gaspard Koenig. Merci à vous.